Bonjour et bienvenue pour cette session. Merci pour votre présence. Je suis très heureux d'être ici au Palais des Congrès de Paris. C'est une journée un peu particulière, il y a plus de 6000 participants, 70 exposants, 80 sessions techniques comme celle-ci, une trentaine de startups, beaucoup d'événements, et également le premier championnat mondial de voitures miniatures autonomes, dont la première occurrence européenne est ici à Paris. Donc ça c'est relativement intéressant. Mon nom est Sylvain Berger. Je suis consultant en Professional Services pour AWS France. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers à ce qu'est les consultants en Professional Services France, par analogie, vous pourriez imaginer que le succès dans le cloud, vous pourriez avoir, serait l'atteinte du sommet de l'Himalaya. Auquel cas, on serait au Sherpa. Voilà, on ne va pas vous prendre sur le dos, en tout cas, on va vous accompagner parce qu'on connaît les raccourcis, on connaît les bons chemins, on a fait l'aller-retour plusieurs fois. Et l'objectif pour nous, c'est de vous rendre autonome pour que vous puissiez le faire par vous-même et puis faire la même chose avec le reste des membres de votre équipe. On va parler d'Amazon EC2, les principales fonctionnalités. On va regarder quelques nouveautés également et les bonnes pratiques. Avant de commencer, levez la main pour ceux qui ont déjà utilisé Amazon EC2. Une bonne partie d'entre vous. C'est un service qui est relativement populaire, qui existe depuis très longtemps. Pour les autres, rassurez-vous, on va revenir sur quelques concepts fondamentaux. Alors, qu'est-ce Amazon EC2? Eh bien, c'est Elastic Compute Cloud, c'est un service web qui vous permet de fournir des serveurs de manière sécurisée et redimensionnable dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez un serveur que vous pouvez redimensionner à la hausse, comme à la baisse, en fonction des besoins que vous avez dans le temps. Et puis, comme c'est dans le cloud, vous avez consommé ce serveur uniquement le temps que vous l'utilisez, ni plus, ni moins. Tout ceci repose sur une infrastructure sous-jacente mondiale. Alors, je vais faire un petit exercice, sachant que nous avons 20 régions géographiques AWS dans le monde, y compris celle de Paris, bien sûr, représentant à peu près 61 zones de disponibilité, sachant que chacune d'entre elles compose un ou plusieurs data centers, et dans chacun d'entre eux, il y a plusieurs centaines de milliers de serveurs. Combien de serveurs y a-t-il chez AWS? Voilà, vous avez 10 secondes pour répondre. Puis si c'est pas assez compliqué, il y a 12 zones de disponibilité qui ont été annoncées. Bon, la réponse est simple, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. On ne va pas vous donner la réponse. Moi-même, je ne connais pas tellement le chiffre est gigantesque. On utilise également un système d'isolation sécurisé qu'on appelle hyperviseur, sur lequel vous allez pouvoir mettre vos serveurs. On appelle ça Amazon Instance, EC2. Alors, par quoi est caractérisé les instances Amazon EC2? Essentiellement par 4 composants. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le processeur, l'unité centrale. Ici, on va appeler ça le CPU. La mémoire, les capacités de stockage et également la performance réseau. Alors, vous allez retrouver parfois des instances qui ont un peu plus de CPU, d'autres qui ont un peu plus de mémoire. On va essayer de faire des ratios entre ces 4 ressources. Par exemple, dans l'exemple qui est sur votre droite, sur l'écran, il y a une petite lettre en jaune qui est la lettre M, qui correspond à une famille d'instances, qui correspond à un ratio. En l'occurrence, c'est un ratio qui équilibre bien l'ensemble de ces 4 composantes. Donc c'est pour un usage général. Et puis, au fur et à mesure qu'on améliore les technologies, à chaque fois qu'on améliore les performances, on crée de nouvelles générations. Et en l'occurrence ici, il s'agit de la 5e génération. Et puis on ajoute des spécialisations, des capacités additionnelles. Par exemple, dans cet exemple, on rajoute des disques locaux extrêmement rapides, qui peuvent avoir un usage intéressant pour certaines applications. Et enfin, tout à droite de l'exemple, X large, dans ce cas de figure, vous avez la taille de l'instance. Cette taille présente la taille de l'instance, donc le ratio est conservé, mais on pourra avoir le doublement des performances, ou multiplié par 4, ou par 8, ou par 16 parfois, mais on conserve toujours le même ratio, ce qui vous permet de diminuer à la hausse comme à la baisse la même famille d'instances avec le même ratio. Alors, les machines, les instances, c'est intéressant, mais il faut pouvoir déployer quelque chose dessus. Donc on fournit ce qu'on appelle des images, des AMI, des Amazon Machine Images. C'est important parce que ça décrit les systèmes d'exploitation, également les applications, les caractéristiques du stockage, et puis les autorisations, parce qu'une image, on pourrait très bien la conserver pour soi-même ou la partager avec d'autres. On a 3 types d'AMI. La première, ce sont celles fournies par Amazon et maintenues par Amazon. Alors vous avez un large choix de systèmes d'exploitation, les distributions Linux les plus connues, les Red Hat Enterprise, les SUSE, les Ubuntu, les Debian, les CentOS, etc. Vous avez toute la famille de Windows Server, de la plus ancienne génération, Windows Server 2003. Il y a encore quelques personnes qui disent ça. Jusqu'à la plus récente, Windows Server 2019. Et puis pour ceux qui sont plus aventureux, il y a également du FreeBSD.
Tout ceci est tenu à jour, donc on met des images mondialement disponibles et on maintient, c'est-à-dire qu'on met les patchs de sécurité et on enlève régulièrement dans l'année les images pour qu'elles soient toujours le plus à jour possible. On a également à disposition une distribution Linux qu'on appelle Amazon Linux 2. Alors c'est une distribution qui centralise les dernières innovations de la communauté Linux, plus des optimisations spécifiques pour pouvoir fonctionner le plus rapidement possible sur le cloud AWS. Donc cette distribution a une particularité, c'est qu'elle est garantie comme étant stable dans le temps, parce qu'on a un support de long terme de 5 ans. Donc Amazon continue à fournir les pages de sécurité pendant toute cette période-là, et puis surtout elle est sans frais. Il y a une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est la marketplace. Alors c'est un catalogue numérique d'images prêtes à l'emploi, dont les propriétaires sont les éditeurs et intégrateurs, qui vous fournissent l'ensemble de ces images avec leurs propres applications. Alors c'est un formidable accélérateur parce que ça permet de tester très rapidement des applications qui ont été déployées avec les bonnes pratiques des éditeurs, et puis vous pouvez les consommer en quelques minutes, quelques heures pour tester sans forcément avoir des investissements conséquents. Donc ça représente quand même plus de 1000 vendeurs, 1400 vendeurs et 4600 produits, donc vous devriez trouver normalement l'éditeur de votre choix avec qui vous avez l'habitude de travailler. Il y a une troisième catégorie d'AMI, c'est vos propres AMI. Bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir propres AMI, il y a différentes façons de faire. La première façon, c'est de prendre des AMI qui sont maintenus par Amazon et puis les personnaliser selon votre contexte et les maintenir à votre tour. Ou bien vous pouvez importer des images virtuelles sur des plateformes de virtualisation classiques, VMware, Hyper-V, Xen par exemple. Et une fois que vous avez créé vos AMI, vous pouvez les consommer pour vous-même, elles sont privées. Vous pouvez les partager dans l'équipe. Vous pouvez également les partager dans la communauté. Peut-être quatrième option, vous pourriez même les vendre sur la marketplace si ça apporte de la valeur pour d'autres personnes. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on vous fournisse un choix, c'est ce que vous nous demandez, à la fois d'architecture, de processeurs sous-jacents. Et donc forcément, on va vous proposer différentes typologies d'architecture de processeurs. Alors évidemment, on a un partenariat de très long terme et approfondi avec Intel depuis très longtemps. D'ailleurs, les principales instances les plus puissantes aujourd'hui sont basées sur les dernières générations de processeurs Intel Skylake. On a également NVIDIA, qui va vous permettre d'avoir des accélérations dans le deep learning et puis les calculs graphiques. Mais aussi AMD. AMD également est une alternative intéressante. Typiquement, sur des architectures similaires, on a un ordre de coût de réduction de 10%. Puis les retours qu'on a des utilisateurs sont plutôt bons en termes de performance, donc c'est une alternative à considérer fortement. Et puis, récemment, nous avons sorti également des processeurs d'Amazon. Amazon fait ses propres processeurs Graviton. Il est basé sur une architecture ARM. Ça permet d'avoir un excellent ratio. On a des retours d'expérience intéressantes de certains utilisateurs qui nous disent tout simplement sur certains types de typologies, on peut économiser jusqu'à 45% contrairement à d'autres processeurs sur certains types d'applications. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on a toujours la question, mais pourquoi vous faites ça? Tout simplement, c'est un peu à cause de vous, ou grâce à vous, parce que vous nous demandez toujours d'avoir le meilleur ratio prix-performance. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est vous donner le choix, clairement. Et lorsque vous avez à tester des applications ou des architectures, vous avez le choix. Vous pouvez commencer à travailler sur du Intel, vérifier le bon dimensionnement dont vous avez besoin, et puis vous pouvez tester peut-être avec AMD, c'est peut-être une alternative intéressante, ou bien même avec ARM si l'application le permet, et puis vous allez pouvoir affiner exactement la bonne architecture, la bonne technologie et la bonne application pour avoir le meilleur ratio possible. C'est un échantillon des fameuses nuances de capacité de calcul, ce qui représente les grandes familles d'instances C2. C'est important pour les applications, les développeurs, les architectes de fournir du choix. Parce que chaque application a des contraintes très particulières. Ça peut être des contraintes de CPU, ça peut être des contraintes de mémoire, de performance réseau, d'entrée-sortie rapide sur les disques. Et donc on a des instances diverses et variées. On peut avoir par exemple une instance P3DN si vous voulez faire du deep learning qui permet de fournir jusqu'à 8 GPU NVIDIA V100, donc c'est des puissances de calcul assez phénoménales. On peut avoir par exemple des instances pour faire du FPGA, pour avoir des accélérations matérielles personnalisées, vous allez personnaliser le processeur. Vous pouvez avoir également des instances de type I3 pour avoir de la performance en termes de latence sur le stockage. Vous pouvez avoir des instances de manière plus généraliste sur T3 et sa déclinaison AMD bientôt pour étendre le processeur sur des courtes durées. Donc il y a finalement toute une famille qui répond à toutes ces contraintes et à chaque contrainte se trouve une famille. Alors, moi j'aime bien montrer les choses. On se raconte des choses mais il faut prouver ce qu'on raconte. Alors je vous fais une démonstration
de comment on lance une machine, une instance dans le cloud. On parle souvent de lancement, ça prend quelques minutes, mais regardons concrètement ce qu'il en est. Donc c'est la console AWS. Donc la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner la fameuse région dans laquelle on veut stocker ces données et lancer ces ressources. Donc vous avez plusieurs régions, vous avez la région aux États-Unis bien entendu, mais également de nombreuses régions en Asie-Pacifique, à Tokyo, Singapour, à Sydney également, au Canada, l'Union européenne bien entendu, et également en Amérique du Sud. Mais on est à Paris aujourd'hui, on va rester à Paris, on est bien, donc on va conserver la région Paris pour y stocker nos informations, elles ne bougeront pas de la région Paris. La deuxième chose, c'est sélectionner les services. Oula, on s'aperçoit qu'il y a plus de 165 services managés, donc ça peut faire peur, mais finalement, nous, on aime donner du choix. Vous allez comprendre que le mot choix, je vais le répéter à peu près 150 fois dans la session. Donc vous avez du choix aussi bien sur les services multimédia, sur les applications mobiles, sur la sécurité, sur le stockage, sur la réalité augmentée ou virtuelle. Bon, on va prendre la catégorie calcul, et il y a plusieurs services, mais on va se concentrer sur EC2, parce que ce qui est à l'ordre du jour. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement créer une instance. Donc on va lancer une instance. On va demander un certain nombre d'informations. La première, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais on va vous fournir des images. Quel type d'image souhaitez-vous déployer? Donc, ce sont les images proposées et maintenues par Amazon. Vous trouvez des images Linux, Windows, et parfois même des images un peu plus spécialisées pour faire du deep learning ici avec tout un tas de frameworks open source. Parce que ce n'est pas qu'un système d'exploitation, c'est aussi des applications qui sont déjà préconfigurées. Vous avez la possibilité également d'utiliser vos propres AMI, ce sont les vôtres, d'utiliser un marketplace en tant qu'accélérateur, ou bien des AMI de la communauté, des gens qui partagent leur AMI, qui proposent des AMI. On va rester sur Amazon Linux 2, j'en ai parlé, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Et puis il va falloir choisir un type d'instance, c'est la deuxième étape. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de familles d'instances, il y a aussi beaucoup de tailles d'instances. Vous en avez de toutes sortes, on en a qui représentent des capacités assez importantes en mémoire, par exemple celle-ci. Mais bon, mon objectif c'est de lancer un serveur web, je suis très modeste pour l'instant. Donc on va prendre quelque chose de plus raisonnable, on va prendre une instance de CPU virtuelle, puis 4 Go de RAM, ça doit être très largement suffisant pour lancer mon premier site web. Donc on va se contenter de ça pour un premier temps. Puis moi je suis quand même très ambitieux, j'en lançais plein. Peut-être un peu trop ambitieux d'ailleurs. Heureusement on me protège moi-même, on m'autorise à en lancer 100 000. C'est quand même beaucoup, je vais peut-être un peu plus raisonnable, j'en lancer une dans un premier temps, on verra si j'ai beaucoup de succès, si tout le monde s'intéresse à ma vie. On va laisser les paramètres par défaut, mais il y a beaucoup de paramètres qui sont accessibles, mais on va essayer d'automatiser un tout petit peu quand même. Par exemple, comme c'est une machine Linux, au lieu de taper les lignes de commande après coup, pourquoi pas les taper tout de suite? Donc je vais simplement indiquer que je voudrais installer un serveur web, et puis j'aimerais le lancer de manière automatique quand la machine sera prête. Donc ce sont des commandes, tout ce qu'il y a de plus standard sur Linux. Bien, et puis on va regarder la suite. Tiens, j'ai un volume de stockage, visiblement j'ai déjà un volume qui m'est proposé, bah oui, c'est le système d'exploitation qui va s'installer. Par contre, la volumétrie ne me plaît pas trop, je préfère plutôt avoir 1 giga. On va modifier ça tout de suite. Et puis je pourrais choisir également le type de stockage. On pourrait mettre du magnétique, ou bien du stockage ultra performant, pour un site web, du GP2, donc on appelle ça GP2, SSD, c'est très très bien déjà. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut ajouter ce qu'on appelle des tags ou des balises, en bon français, qui caractérisent l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner un nom, on pourrait également le nom du propriétaire, le nom de l'application, le nom de centre de coût. Donc vous avez une CMDB en temps réel qui est totalement concrète. Pour le coup, les ressources existent. Et puis on va configurer ce qu'on appelle un groupe de sécurité. C'est un firewall virtuel. Donc par exemple ici, comme c'est une instance Linux, on vous propose d'ores et déjà d'avoir un accès SSH. Par contre, c'est une très mauvaise idée de le laisser ouvert sur Internet entier. Parce qu'en l'occurrence, cette instance sera avec un accès Internet. Donc on va préciser une IP particulière ici. Et puis comme c'est un serveur web, il faut aussi autoriser que le serveur web puisse fonctionner. Donc de la même manière, on va le faire par contre, c'est un serveur web public, donc tout le monde peut y accéder. Bien, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir regarder si tout nous convient. Et si tout nous convient, on va pouvoir lancer instance A. Il s'agit d'un accès sécurisé tout de même, donc il faut bien une clé privée pour accéder à votre instance. Donc on vous demande de créer une clé privée, et quand je dis privée, elle est vraiment privée. C'est-à-dire que cette clé-là, il va falloir enregistrer localement sur votre poste de travail, et puis il va falloir surtout bien la conserver, parce qu'on ne va pas vous la redonner, nous on la conservera pas. Et puis le bouton magique qui lance l'instance. Donc visiblement l'instance est en cours de lancement, les principales étapes sont réussies,
On a un numéro d'identification unique sur cette instance qui permettra de la reconnaître. Et visiblement, l'instance a déjà démarré. Alors on retrouve le nom qu'on a choisi, on retrouve son identification, le type d'instance, son état, donc elle démarre. Et puis on voit que dans ce cadre-là, en tout cas, on a également une IP publique plus une IP privée par défaut. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement accéder via Internet à cette instance. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc je suis désolé pour les Windowsiens, mais vous pouvez utiliser PuTTY, mais ça marche très bien également en ligne de console. Donc je mets ma clé, je tape et je rentre. Visiblement j'arrive à me connecter, c'est une bonne nouvelle. Visiblement il y a un problème. Ah oui, je n'ai pas protégé ma fameuse clé, vraiment privée. Je dois être le seul à pouvoir la lire cette clé, c'est une clé très importante. Donc je vais modifier les droits de cette clé. Et puis normalement, si je réessaye, je devrais y arriver. Visiblement oui. Donc je suis connecté, c'est terminé. Donc ça a pris vraiment quelques minutes. Finalement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les clics, qu'on soit d'accord. On a bien les 20 gigas que j'avais demandé, donc tout va bien. On n'avait pas fait quelque chose de plus. On avait également dû nous demander, je crois, de lancer un site web. Bon, on va peut-être vérifier que le site web est bien lancé. Ouais, site web. Parce que mon site web, je démarre, je suis un peu débutant, je ne suis pas webmaster, donc j'ai un site web qui fonctionne en tout cas. Après, je demanderai à un webmaster de me faire des jolies pages. Très bien. Cela étant, la virtualisation, ça existe depuis très longtemps. Et AWS, ça existe déjà depuis 2006. Pour vous donner une idée, le service Amazon EC2 est sorti le 24 août 2006. Il y a près de 13 ans déjà. Et en près de 13 ans, on a accumulé une expérience incroyable. On a des millions d'utilisateurs actifs tous les mois, avec un nombre incalculable d'instances. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faudrait qu'on réinvente complètement la manière dont on fait la virtualisation. Aujourd'hui, l'hyperviseur, il est là pour sécuriser matériellement le BIOS, le processeur, la mémoire, le réseau. Mais on s'est dit, si on pouvait créer un nouveau système qui permettrait de libérer complètement les ressources processeurs qu'on vous offre. Et donc on a commencé à regarder un système qu'on a nommé AWS Nitro, qui consiste finalement à prendre chaque composant et les isoler de la partie processeur. On a commencé avec le réseau. On a pris du matériel, on a déplacé la partie hyperviseur logiciel dans un matériel dédié pour gérer ça. On a commencé également avec le stockage permanent, le stockage local, et puis on a continué avec les contrôles de gestion. Et puis du coup, on a des cartes dédiées très performantes. On fait également les cartes de chiffrement, c'est-à-dire que le chiffrement n'est pas géré du tout par le processeur qui vous est attribué, donc vous devez en avoir pleinement possession. Donc c'est des cartes qui sont dédiées. Lorsque vous avez des volumes qui sont chiffrés, il n'y a aucun impact sur la performance de votre processeur. On a également une puce de sécurité qui est complètement intégrée à la carte mère, qui va vérifier que les données non volatiles ne vont pas s'inscrire dans des composants sur lesquels c'est interdit. Et puis on a également créé un nouveau hyperviseur, qui est un hyperviseur très léger finalement, qui va simplement s'occuper du CPU et de la mémoire, ni plus ni moins. Et ça nous a permis, lorsque ça a été sorti en 2017, de multiplier par 3 le nombre d'instances qu'on vous propose aujourd'hui. Notre bénéfice pour vous, c'est que non seulement ça a multiplié le nombre d'instances, on est capable d'en sortir de plus en plus, différents types de configurations, et en plus on est capable de baisser le prix. Parce que nous on a fait des économies grâce à ça. Donc j'ai dit c'était de vous restituer une partie de cette valeur, ce qui fait que les nouvelles générations d'instances coûtent généralement moins cher, et pourtant elles offrent toujours plus de performance. Tout à l'heure, en début de session, je vous ai parlé du M5. La M5 offre des processeurs plus puissants, plus récents. Elle coûte moins cher que les générations précédentes M4 qui sont toujours disponibles. Donc une bonne pratique, utilisez toujours la dernière génération, si c'est possible. Mais Nitro, c'est autre chose. Ça permet de faire d'allier les deux mondes de la virtualisation des serveurs dits bare metal, les serveurs nus, sans hyperviseur. C'est intéressant parce qu'il y a quelques applications encore qui ne supportent pas vraiment bien la virtualisation. Ou bien parfois on souhaite mettre son propre hyperviseur. Et parfois également, d'un point de vue licence, c'est pas souhaitable, l'éditeur ne s'en accommode pas. Donc on a la capacité de réunir le meilleur des deux mondes, les serveurs nus, avec l'agilité du cloud. Alors j'aimerais zoomer sur deux instances qu'on a annoncées il y a peu de temps. Une première, c'est une instance dite à haute mémoire, high memory. Ce sont des instances à très grande capacité de mémoire, jusqu'à 12 téraoctets de mémoire. On parle bien de mémoire, on ne parle pas de disque. Ce sont les instances qui sont bien des instances cloud. D'accord ? C'est très important parce que
ne sont pas des instances physiques qu'on met dans un serveur, dans un data center en colocation et qu'on relie par un câble et à des services cloud en disant c'est un service cloud. Non, c'est un vrai service instance cloud qui se lance en quelques minutes. Alors s'il y a des sceptiques, je vous montre après. Ce sont des instances qui sont certifiées SAP. D'accord? Donc si vous voulez installer du SAP HANA dessus, vous pouvez installer du SAP HANA dessus. Il y a des clients qui l'ont déjà fait, y compris en France. Et puis on a annoncé de courant de cette année qu'il y aurait également des capacités encore supérieures de 18 et 24 teraoctets de mémoire. Deuxième instance qui est intéressante, c'est l'instance qui a le doux nom de Z1D, qui offre la plus forte capacité de calcul d'un point de vue horloge pour l'ensemble des cœurs de 4 GHz. Alors c'est très intéressant pour l'automatisation de conception de circuits électroniques ou de jeux vidéo, ou bien un autre exemple qui me vient par exemple en tête, tout à fait au hasard, de certaines bases de données relationnelles dont le cœur processeur coûte très cher en termes de licence. C'est une façon de faire des économies. Et tout ça est alimenté par AWS Nitro. Donc on a bien toujours la même agilité. Donc je vais parler de lancer une instance un peu particulière. Donc on revient sur la console. Alors on pourrait recréer la même instance, c'est exactement ce dont je vous ai montré. On peut le faire différemment. Les clics souris, c'est bien. Une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, on aimerait passer à autre chose. Donc une autre possibilité, c'est d'utiliser la ligne de commande. Donc un petit utilitaire, vous allez télécharger sur un Windows, sur un Linux, sur un Mac. Et donc ces lignes de commande, en fait, va pouvoir permettre d'interagir avec 165 services managés, notamment le Z2, qui nous intéresse. Et on va fournir les mêmes informations, finalement. Donc on va faire la ligne de commande, AWS, on va lui préciser le service en question, et puis on va lancer les différents paramètres dans lesquels on va renseigner, par exemple, le fait de devoir démarrer une instance. L'instance qu'on va démarrer ici va nécessiter de fournir une image. Alors chaque image a un numéro d'identifiant unique, nécessairement. Ça pourrait être la vôtre. Le type d'instance, on va préciser quel type d'instance. Et puis on va peut-être fournir le fait qu'on n'en veut qu'une. On va être raisonnable, parce que vous allez voir que l'instance qu'on va lancer, c'est pas une petite instance. On va fournir la clé de sécurité, ça pourrait nous aider à nous connecter, c'est important. On pourrait fournir tout un tas de paramètres de lancement. Je vais également mettre un paramètre ici qui correspond au fait que je voudrais avoir cette machine rien qu'à moi, complètement dédiée matériellement, je ne vais pas la partager. Puis on va lancer. Et là vous avez, c'est très verbeux, plein d'informations qui vous expliquent non seulement l'instance est en cours de démarrage, qu'elle a un identifiant unique, qu'elle a une IP privée interne bien entendu, qu'elle aura aussi une IP publique parce qu'on lui a demandé. Voilà, donc c'est en cours, visiblement, tout se passe bien. On peut regarder ce que ça donne sur la console également. Tout ça est complètement unifié, c'est la même API. Ah, par contre, j'avais pas mis de tag. J'aurais pu le mettre. Pas grave, on va mettre un petit nom, quand même, pour l'identifier. Un petit nom qui la caractérise plutôt bien. Bon, ça me paraît pas mal. Donc on voit qu'elle est en cours de démarrage. On voit qu'on lui a affecté une adresse IP pour l'instant. Alors c'est une instance qui est tellement volumineuse qu'elle prend un peu plus de temps, forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier en combien de temps ça se lance quand même, concrètement. Alors je vais faire une commande très simple, je vais faire un petit ping, et je vais envoyer des petits pings de temps en temps, toutes les 5 secondes, pour voir ce qui se passe, et je vais mettre un petit timer quand même. Puis quand ça répondra, le ping s'arrêtera, on verra en combien de temps elle répond exactement. Par contre, c'est une instance cloud. C'est pas simplement un serveur physique qui se balade dans un coin, c'est une vraie instance cloud, c'est-à-dire que tous les services AWS sont nativement intégrés dans cette instance. Donc typiquement tout à l'heure, quand on parlait de groupes de sécurité, les fameux firewalls virtuels, ça s'applique également. Donc là, il y a quelque chose à faire, ça ne marchera pas sinon. Donc je vais créer un firewall virtuel, un groupe de sécurité. Donc on va lui donner un nom. Il s'agit de lui donner accès SSH, donc ça me permet d'identifier le groupe sécurité. Et puis on va lui mettre deux règles particulières. La première, s'assurer qu'elle puisse bien répondre à mes petits pings, quand même. Donc pour ça, on va peut-être mettre une règle qui est la suivante. Alors par contre, je vais être le seul à pouvoir le faire, je n'ai pas envie de donner ça à Internet quand même. Donc je vais mettre une IP particulière, et puis si j'ai besoin d'un accès sécurisé en shell, donc c'est du Linux, donc je mets du SSH, et je vais mettre mon IP également précise. Ok. J'ai un firewall virtuel prêt à l'emploi. Qu'est-ce que j'en fais? Alors je pourrais changer à tout moment les règles, elles s'appliqueraient immédiatement. Il n'y a pas besoin de faire une requête à un administrateur, s'il vous plaît changez-moi les règles réseau, on se revoit ça lundi, je suis occupé, je suis en week-end. Non, là c'est immédiat, c'est instantané. Donc là on va changer les règles de firewall, vous pouvez d'ailleurs les cumuler. Il y avait une règle de firewall par défaut qui interdisait tout accès. C'est la règle par défaut. Très bien. On en est où? Est-ce qu'on a notre instance? Bon, visiblement, donc on va aller pour
pourrait prendre un café, un chocolat, un thé, boire une bière, en fonction de ce que vous voulez. Mais dans les faits, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps. Parce que, comme vous pouvez le voir, au bout d'une dizaine de minutes, votre instance est déjà là. On parle d'une instance qui a 448 cœurs virtuels. 9000 gigas de mémoire. D'accord? Bon. C'est une instance cloud. On va quand même vérifier. Je suis suspicieux. On va se connecter, déjà on arrive à se connecter. J'ai pas fait la même bêtise que la dernière fois sur la clé, tout va bien. On va regarder un peu le processeur, quand même. Ah bah oui, il a bien les 448 cœurs virtuels, ça correspond à 224 cœurs physiques hyper threadés. Ça c'était une demande de votre directeur technique. Vous avez bien les 9000 gigas de mémoire, 9 Tera. Au niveau des disques, on n'a pas oublié quelque chose. Bah oui, on a mis un disque de 8 Go, c'est un petit peu ballot. Oui, c'est l'image qui est 8 Go, on n'a pas précisé dans la ligne de commande qu'on voulait plus. Et votre directeur technique dit maintenant, moi je veux une très grosse capacité, mettez-moi du volume, moi j'ai des données importantes à mettre dessus. Je ne vais pas prendre une machine aussi puissante pour mettre 8 Go de mémoire, 8 Go de disque. Pas de problème, on va créer du volume, c'est une instance cloud. Donc on va créer un volume, on pourrait choisir le type de volume, différentes caractéristiques, mais la demande visiblement était importante, on va mettre un volume relativement conséquent, ici 16 Tera, les disques, un volume 16 Tera. Puis on veut beaucoup de performance en termes d'entrée-sortie, donc on a mis 64 000, et il a dit, ah la sécurité est très importante, on met des données sensibles, sécurisez-moi ça, tout doit être chiffré. Ça va prendre beaucoup de temps, hein, 2 clics, donc là, bonne pratique, hein. Faites les 2 clics, ou la ligne de commande qui va bien, et puis on va créer 16 Tera de données en termes de volume chiffré. On a un numéro d'identifiant unique. Okay. On va quand même vérifier si c'est bien disponible ou ça prend peut-être un peu de temps tout ça, parce que 16 Tera c'est quand même volumineux. En fait non, c'est déjà disponible. On a déjà les 16 Tera. Et on pourrait modifier le volume pour lui changer sa performance, ou faire d'autres choses. Mais il suffit simplement en fait de récupérer l'identifiant de l'instance, qui est celui-ci, et d'associer le volume. Ni plus ni moins. Donc on met l'identifiant, et puis comme c'est du Linux ici, ça sera peut-être du Windows, on va lui mettre un chemin logique que le système d'exploitation connaît. Donc typiquement quelque chose comme /dev xvdb par exemple. Et on va dire, affecte-moi maintenant ce volume à cette instance. Ok, mais est-ce que ça marche vraiment? On va regarder dans le système d'exploitation, je pense que la vérité se trouve là. On va regarder si ce volume est disponible. Une petite commande sous Linux toute simple qui permet de voir les volumes réels attachés. Oui, le volume est là. On a 16 Tera qui sont attachés, on peut le formater. On peut en faire usage immédiatement. On va quand même revérifier sur la console. J'aime bien vérifier 2-3 fois sur différents formats, ça me permet d'être absolument sûr. On a une petite commande qui vous est fournie dans certaines images, comme celle-ci, qui permet de vérifier que c'est bien l'identifiant hein, et que c'est bien le chemin logique que vous avez indiqué. Ok. Donc si on revient sur l'interface, est-ce que on voit bien ce volume? Ou est-ce que c'est... Bah oui, on le voit. On voit bien qu'il y a un premier volume qui correspond au volume de 8 Go. Et on voit qu'il y a un deuxième volume qui est apparu. Et si on clique dessus, ça correspond bien au volume de 16 Teraoctets de mémoire qu'on a créé juste avant. Voilà comment on lance une instance de 9 Tera certifiée SAP, entre autres. C'est un des principaux usages en tout cas. Tout en ajoutant toutes les fonctionnalités du cloud, ce qui est très différenciant de toute autre offre qu'on peut avoir de colocation. Il faut faire des semaines de commandes, des semaines de provisioning. Dès qu'on fait le moindre modification, il faut attendre des semaines. Là, c'est immédiat. Puis si vous n'en avez plus besoin, vous arrêtez. Voilà, tout simplement. Ok. Donc si on se résume, on a un large choix de familles d'instances, soit à usage général, soit à usage spécialisé. On a également des capacités avec un large choix de processeurs. On a également des instances avec des volumétries de mémoire très importantes. On a la capacité d'avoir aussi des réseaux qui peuvent aller jusqu'à 100 gigabits par instance. Mais on a aussi des options. On peut ajouter des options comme le fait d'ajouter des volumes, comme on l'a vu, mais également des capacités graphiques pour accélérer graphiquement les instances, ou bien des capacités de GPU pour la machine learning. Et tout ça, quand on combine l'ensemble de ces éléments-là, on arrive à 175 types d'instances disponibles. Alors, si j'avais une oreille de ce que je n'ai pas, on me dirait que ce n'est pas tout à fait vrai, on est déjà à 180, ça bouge tout le temps, et puis dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va continuer à progresser, parce que plus il y a de demandes, plus on les intègre, plus on les fournit.
Maintenant, il y a une question qui revient souvent, c'est ah, j'ai plein de choix, c'est super, on peut faire plein de choses, mais je commence à avoir beaucoup d'instances. Comment j'arrive à utiliser toute cette performance, avoir le meilleur ratio performance-prix et optimiser dans le temps? Parce qu'une architecture, une application, ça vit, c'est cyclique. Et parfois ça consomme beaucoup, parfois ça ne consomme pas, et les aléas de la vie fait que parfois il y a des fluctuations qui ne sont pas toujours prévisibles. Alors déjà, il faut bien comprendre les fondamentaux sur les caractéristiques de la consommation du cloud. Une des principales caractéristiques, c'est de consommer à la demande. Donc si je consomme pendant 2 minutes 43, je vais payer 2 minutes et 43 secondes, ni plus ni moins. Ce qui est relativement intéressant lorsqu'on commence à initier une architecture, on ne sait pas forcément très bien où on va, ou bien ce sont des besoins extrêmement ponctuels. Deuxième alternative, c'est d'utiliser des instances réservées. C'est-à-dire que vous avez une visibilité claire sur la charge de travail de vos instances, dans le temps, donc cette charge visiblement n'est pas fluctuante, et si vous êtes capable de vous engager sur une durée, une visibilité d'1 an, voire 3 ans, nous en contrepartie, on vous restitue de la valeur, et on fait des réductions de coûts par rapport à l'instance, au coût de l'instance à la demande, qui va jusqu'à 75% dans certains cas, donc c'est relativement important. Puis on est allé un peu plus loin, parce qu'on nous a dit, mais nous on a besoin d'instances qui peuvent être un peu particulières, est-ce qu'on peut faire plus? Oui, on peut faire plus. On a une volumétrie d'instances importante. Parfois, on a même des excès qui sont là, qui ne nous servent pas, qui pourraient être utilisés. Donc, on a fait des instances dites éphémères, qu'on appelle spot. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser notre excès d'instances disponibles et de vous les fournir à des prix qui sont largement inférieurs au prix du coût de la demande d'une instance. Donc, on peut aller jusqu'à 90% de réduction. Par contre, ces instances, on peut en avoir besoin à un moment donné, donc il va falloir peut-être nous le restituer. C'est pas grave, il y a tout un tas d'applications qui s'en accommodent très bien, des applications notamment de big data ou de conteneurs qui, lorsqu'elles sont éteintes, c'est pas grave, le travail ou l'exécution de l'application qui était dessus reprendra la prochaine fois, l'instance démarrera. On donne une indication de 2 minutes et de manière programmatique, on peut terminer proprement son travail le temps que l'instance s'éteigne, et quand il y aura de la disponibilité en excès qui permettra d'avoir ce tarif préférentiel, vous pourrez recontinuer vos tâches. C'est très utilisé dans le cluster de calcul et ça fait écrouler totalement les prix des clusters de calcul traditionnels. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut combiner les trois de manière automatique. Donc vous avez une base, par exemple, dans votre architecture qui est tout simplement constant, une charge constante dans le temps. Vous avez des fluctuations ponctuelles. Puis il y a des parties de l'architecture, elles, qui s'accommodent très bien de pouvoir être éteintes régulièrement parce qu'elles reprendront leur travail là où elles en étaient. Donc ça, c'est super intéressant, et d'autant plus qu'on a aussi activé la capacité de mise en veille. C'est équivalent de fermer votre laptop et de l'ouvrir. Ça permet de redémarrer extrêmement rapidement les instances. Maintenant, il y a des applications qui sont assez cycliques. On observe souvent qu'il y a environ entre 40 et 45% d'applications cycliques avec énormément de fluctuations dans le temps, qui ne reproduisent pas forcément le même schéma. Alors, un schéma classique, vous avez dû connaître, ou vous connaissez encore, c'est dire, bon, on ne connaît pas très bien le dimensionnement. Alors dans le cloud, c'est pas grave, parce que quand on ne connaît pas le dimensionnement, on commence très petit, puis s'il y a besoin de plus, on met un peu plus, alors que pendant des années, c'était plutôt l'inverse, on ne sait jamais, on va taper très très haut, parce que si c'est pas suffisant, on va avoir un problème. Et on se retrouve dans ce type de schéma de j'ai une sous-consommation de tout ce que j'ai acheté. Donc c'est pas un modèle économique très, très optimal. Donc on fournit des capacités automatiques de mise à l'échelle, à la hausse comme à la baisse. Et c'est vous qui choisissez vos critères, parce que vous connaissez votre application, votre architecture. Vous savez si c'est plutôt le composant CPU qui va être très sollicité, donc c'est celui-là qu'il va falloir vérifier, et au bout d'un certain seuil, vous allez peut-être démarrer de nouvelles instances, ou bien c'est plutôt la mémoire, ou le processeur, ou le nombre de requêtes. Mais c'est pas toujours simple, parfois, lorsque vous avez une fluctuation vraiment imprévisible, ou des pics immédiats que vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez parfois être un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc vous avez toujours tendance à surdimensionner malgré tout. Donc le modèle est amélioré, mais il est peut-être perfectible. Donc ce qu'on a proposé, c'est également de faire du predictive scaling, donc un service natif qui permet de faire les mises à l'échelle de manière automatisée avec de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va utiliser automatiquement tout l'historique régulier, avec une fréquence qui peut être de l'heure, de la journée, dans le mois, et puis on va essayer d'identifier un petit peu tous les patterns, parce que nous, êtres humains, on n'est pas mauvais, on est même plutôt bon, je pense. On sait que le lundi à 8h, 9h, il y a beaucoup de charges, ça c'est prévisible. On sait que les gens se connectent à 10h et plutôt à 16h, ça c'est facile à faire. Mais on ne sait pas ce qui se passe le mardi 25. Mardi 25, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a une charge, on ne l'avait pas prévue. Et peut-être c'est quelque chose qui est récurrent.
Et donc tous ces patterns-là, il faut pouvoir les identifier. Donc à moins de mettre quelqu'un devant l'écran en permanence qui appuie sur les boutons à la hausse ou à la baisse, c'est bien d'avoir un apprentissage parce que la machine, pas très intelligente la machine, par contre elle fait très bien ce qu'on lui demande. Et dans ce modèle-là, vous allez avoir quelque chose qui permet de bien lisser parfaitement la charge qui est demandée à la hausse ou à la baisse pour optimiser votre modèle à la fois de disponibilité et le modèle économique. Résumons-nous. Qu'on regarde le nombre d'instances, c'est pas tant le fait qu'on en fournit le plus par rapport à d'autres, c'est surtout le fait qu'on a des instances les plus puissantes en termes de GPU pour le deep learning, c'est le fait de fournir, d'être le seul fournisseur qui fournit des instances de type ARM, c'est le seul qui fournit des réseaux de 100 gigabits, c'est le seul qui fournit des instances cloud jusqu'à 12 teraoctets de mémoire. Voilà, c'est ce qui est unique et ce qui est important, c'est que c'est pas tant de savoir combien on en a, c'est de savoir que pour chaque besoin, il faut le bon outil et la bonne architecture. Et c'est ce choix-là qui est important. Ce dont on n'a pas parlé, j'aurais voulu parler pendant des heures de d'autres services qui sont relatifs à Amazon EC2, c'est de Virtual Private Cloud. D'ailleurs, private, c'est vraiment privé, on parle toujours de cloud public, parce que les API sont accessibles par Internet, mais dans les faits, lorsque vous avez votre propre niveau d'isolation dans le cloud AWS, c'est un cloud parfaitement privé. Il n'y a pas d'accès Internet par défaut. Et vous n'avez pas l'obligation de le rendre public. C'est une option. Donc vous avez votre propre réseau virtuel que vous définissez avec vos règles de firewall, vos règles de routage, vos load balancers, et de manière extrêmement malléable et de manière automatisée, voire programmatique, pour éviter de tout faire à la main. J'aurais pu également vous parler de Amazon Lightsail. Lightsail, c'est une interface simplifiée pour lancer des machines virtuelles et maintenant des bases de données. Donc cette interface repose bien sûr derrière sur Amazon EC2, mais les options sont très faciles d'accès, donc quelqu'un qui a besoin de lancer simplement quelques machines bases de données peut le faire via cette interface, ce service-là. Et puis si quelqu'un a besoin de beaucoup plus d'options pour Amazon EC2, il pourra donc basculer sur Amazon EC2 dans un deuxième temps. J'aurais pu vous parler également de Cloud VMware sur AWS, qui est disponible dans la région de Paris. Donc certains d'entre vous peut-être ont des plateformes VMware, c'est quelque chose qui a été relativement mis en avant pendant plusieurs années, depuis les années 2000. Il est tout à fait possible d'avoir une extension de cette plateforme dans AWS. Donc vous retrouvez la même expérience et l'interaction et le même type d'interface dans AWS, et ça permet éventuellement de migrer, comme vous le souhaitez, au rythme que vous souhaitez. J'aurais pu vous parler également d'AWS Outpost. C'est quelque chose qui a été annoncé en fin d'année dernière et qui arrivera dans le courant de la fin de l'année. Outpost, c'est quoi? C'est pas des architectures qu'on met dans un data center et dans lequel on met des logiciels et on essaie de le faire communiquer avec un cloud. Souvent, c'est le matériel d'un constructeur, on demande à un intégrateur de le faire, et puis on essaie de faire fonctionner pour comme si c'était tout ça transparent. C'est tout l'inverse. C'est qu'on amène le cloud AWS chez vous. C'est ni plus ni moins qu'un rack AWS, exactement les mêmes qu'on a dans nos data centers, avec le même matériel, les mêmes logiciels, les mêmes services, les mêmes API. Et donc vous allez pouvoir voir une partie du cloud dans votre data center. Ça fonctionnera soit sur les services natifs d'AWS, soit sur le service de VMware. Vous avez le choix. Et ça convient très bien notamment à des cas d'usage sur des faibles latences. Le fait d'avoir des faibles latences ou le fait que vous ne pouvez pas déplacer certaines applications pour des contraintes historiques. Donc vous avez besoin qu'elles communiquent très rapidement. Donc c'est une possibilité. Ok. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est que vous avez énormément de choix. Et ce choix est très important parce qu'il est là pour répondre à tout un tas de contraintes côté applicatif. Testez, consommez bas dans un premier temps et augmentez progressivement. Utilisez les services managés qui vont faire le travail pour vous, de mettre à l'échelle automatiquement à la hausse et à la baisse. Et merci pour votre attention. Simplement également, merci, d'envoyer également vos feedbacks sur l'application. C'est aimable à vous. Merci.